Je vais commencer par une brève introduction peut-être à cette table ronde, lieu aussi dans le cadre d'un projet de recherche qui nous réunit depuis quelques mois maintenant. Alors une chose est sûre, c'est que nous sommes tous des profils numériques. Ces profils reflètent des parcelles plus ou moins larges de notre identité. Dès que nous nous connectons à une application pour gérer les comptes, effectuer un achat ou trouver le chemin, nous sommes profilés. Dès que nous saisissons la date de naissance pour une démarche administrative ou acceptons les cookies d'un site de médias, nous nous profilons. Alors que le profilage est souvent plutôt subi que désiré, la création d'un profil sur un réseau social est potentiellement, du moins, source de plaisir. Nous construisons le personnage profil selon l'image que nous souhaitons lui donner. Le réseau social précise et élargit ensuite ce portrait en nous adressant des suggestions et invitations. Le but est bien sûr de nous rendre captifs. Plus le temps de connexion est long, plus l'exposition aux publicités se prolonge également. Nous l'acceptons parce que l'exposition à la pub se trouve compensée par la relance et l'augmentation permanente de notre horizon d'attente. Un profil non seulement reflète nos attentes et désirs, il les anticipe. Ces contours sont à la fois composés de nos déclarations et interactions sur le réseau social et ils sont pondérés avec les données des communautés qui nous ressemblent. Même si Facebook, l'ancêtre des réseaux sociaux, a longtemps essayé d'imposer une sorte de pacte autobiographique pour assurer à ses utilisateurs, pour assurer la fiabilité des données, les réseaux sociaux se trouvent peuplés d'une myriade de personnages dont les contours divergent de l'identité civile de l'auteur. Du profil autobiographique, en passant par le personnage autofictionnel, jusqu'à l'identité d'emprunt, du témoin historique au troll politique, de l'influenceur à l'usurpateur d'identité, les possibilités de positionner un personnage profil sont pléthores. Dans le cadre d'un projet soutenu par l'école universitaire de recherche Artec, notre équipe, dont une partie est ici réunie, mais aussi dans la salle, par exemple Servan, qui a déjà participé à plusieurs de nos événements, se consacre depuis 1 an et demi à l'étude et à l'expérimentation de profils qui se présentent comme fictionnels ou sont lus comme tels, avec souvent une dimension littéraire revendiquée. Bien que tous les profils de fiction ne soient pas littéraires, ce corpus reste vaste. Et je m'étais dit en préparant ce colloque que je n'allais pas revenir à Rachel Charlus, personnage profil créé par Jean-Pierre Balp sur Facebook. Plus, on en a déjà parlé plusieurs fois lors de ce colloque. Certes, ici, il s'agit là du profil qui m'a donné envie de travailler sur ce corpus. Si l'on accepte de considérer le personnage profil comme un nouveau genre littéraire, Rachel Charlus est d'une certaine manière son Proust. Or, beaucoup a déjà été écrit et dit sur Proust. Mais le 29 mars s'est produit un événement qui m'a fait changer d'avis. J'ai contaminé Rachel Charlus. Alors, avant de vous raconter cet événement, permettez-moi de donner quelques détails concernant Rachel Charlus à ceux qui ne la connaîtraient pas encore. Il s'agit en fait d'un profil Facebook manifestement fictionnel, car affirmé comme tel par Jean-Pierre Balp. L'auteur, je le rappelle, fait partie des fondateurs de la littérature numérique en France. Ami de Michel Butor, membre de l'Oulipo, il a commencé à expérimenter avec l'ordinateur comme outil de création littéraire dès les années 1980, dans l'affiliation des mouvements d'avant-garde. Voilà. Passionné de démarches formalistes, l'auteur fait partie des premiers à avoir programmé des générateurs de textes littéraires des décennies avant ChatGPT. Erika nous en a parlé de ça lors du premier jour du colloque. Rachel Charlus s'inscrit dans l'héritage des avant-gardes littéraires, c'est une évidence, non seulement parce qu'elle publie parfois des textes automatiquement générés, mais parce que dans nombre de ses posts, elle questionne l'illusion du jeu en littérature et refuse de faire de sa vie un roman. Depuis 13 ans, elle déçoit ainsi les lecteurs qui s'attendraient à des révélations croustillantes sur sa vie de châtelaine bretonne. Épouse fidèle de Pierre Charlus, elle nous gratifie de détails sur les lieux qu'elle visite. Elle partage des peintures de nus et des photos en noir et blanc. Mais malgré sa production quotidienne, le lecteur ne sait pas grand-chose sur son univers. Si Victor Shklovsky a dit de Gil Blas
qu'il n'est pas un homme, mais seulement le fil gris qui relie les épisodes du roman éponyme, Rachel Charlus n'a pas l'épaisseur suffisante pour remplir cette fonction de fil gris. Alors que certains profils tiennent leurs lecteurs en haleine en promettant de post en post des révélations et autres intrigues palpitantes, Rachel Charlus thématise, comme le formulerait Marielle Massé, ce qui lui manque pour devenir un personnage de roman. Pourquoi la lire alors, depuis plus de 10 ans, comme je le fais, moi? Je pourrais répondre que Rachel Charlus ponctue mon fil d'actualité, que vous voulez défiler ici, de façon salutaire, avec des temps de pause réflexive. Je pourrais rajouter que les posts de Rachel Charlus entrent souvent en résonance avec les posts de son auteur, Balb Jean-Pierre, et que ce jeu de l'auteur avec son hétéronyme s'avère d'autant plus captivant qu'on le devine existentiel, parce que l'auteur a aujourd'hui plus de 80 ans. Enfin, il arrive à Rachel Charlus d'être drôle. Mais fondamentalement, le plaisir de lecture d'un personnage profil comme Rachel Charlus résulte du fait que sa fictionnalité n'est justement pas celle d'un personnage de roman. Alors, pour cerner en quoi consiste cette fictionnalité spécifique, je rappelle d'abord les principales composantes d'un profil à partir de mon propre compte Facebook. La page à propos fixe les coordonnées générales de l'identité. Sur le fil journal, s'alignent ensuite, en ordre antéchronologique, les posts que le profil a publiés depuis sa création. Le profil est par ailleurs constitué d'une liste d'amis, de pages abonnées et de communautés dont les émanations composent le fil d'actualité. C'est la deuxième composante essentielle d'un profil Facebook. Je compare ce fil d'actu à un kaléidoscope. D'une part, à cause de sa nature bigarrée et instable, et d'autre part, parce que ce fil diffracte le regard de l'auteur sur la réalité en fonction du profilage que le dispositif Facebook effectue de lui. Ainsi, le fil d'actu de mon profil accueille par exemple actuellement beaucoup de posts de pages Sudètes, cette minorité germanophone jadis installée en Tchécoslovaquie, dont je vous ai parlé hier, et qui porte un regard forcément focalisé sur les événements d'actualité, comme par exemple la guerre en Ukraine ou la Palestine. Et c'est à travers cette focalisation que mon profil accède actuellement au réel de ces guerres. À part les abonnements, les cookies de navigation jouent un rôle important dans la composition de ce fil d'actu, comme vous le voyez par exemple à travers les pubs qui sont insérés dans mon fil d'actualité personnel. Alors, le fil journal reflète l'identité d'un profil tel qu'il veut se raconter. C'est publiquement accessible. Le fil d'actu personnel reflète l'identité du profil tel qu'il est circonscrit par ses communautés d'affiliation et les comportements de son auteur, grâce aux cookies par exemple. Le fil journal est publiquement accessible. Le fil d'actualité n'est accessible qu'à l'auteur et pour cause. Il ne contient pas seulement ce qu'il souhaite que son personnage soit. Ainsi, je serais gênée que ma passion pour la joaillerie et la mode soit révélée au grand jour, alors que mon fil journal retrace depuis plusieurs mois publiquement le périple douloureux de mes grands-parents sudètes expropriés et expulsés. Alors, je reviens maintenant à Rachel Charlus et à la question de la fictionnalité spécifique du personnage profil. Celle-ci diffère de celle d'un personnage de roman d'abord, parce que les passerelles entre l'univers de la fiction et de la non-fiction sont constantes et troublantes. Lorsque Rachel Charlus commente par exemple l'annulation de la visite du roi Charles III en France, le fait-elle dans l'univers de la fiction? Dans quel univers le fait-elle? Lorsque je m'adresse à Rachel Charlus et reçois une réponse, qui converse avec qui? Le personnage profil de fiction agit comme une sorte de métalepse ambulante. On en a parlé aussi lors du premier jour du colloque de ça. Une métalepse ambulante qui porte atteinte à l'illusion référentielle et à l'illusion fictionnelle. Un indice flagrant est le lumignon vert qui, sur Facebook, indique qu'un profil est connecté au dispositif. Qui manifeste sa présence ainsi et dans quel monde? Comme j'ai expliqué il y a quelques instants, cette double présence paradoxale du personnage et de son auteur sur le réseau social se reflète pleinement sur le fil d'actu du profil. J'en ai fait la démonstration à partir de mon propre compte sur Facebook, dont le fil d'actu
m'est accessible et qui reflète mes comportements à moi, mes comportements d'achat par exemple, tout autant que ceux que je voudrais donner à mon profil. Je brûlais évidemment d'envie d'accéder au fil d'actualité personnelle de Rachel Charlus pour étudier plus en profondeur les traces de cette double présence auteur-personnage. Mais ce fil d'actu est inaccessible aux lecteurs comme moi. Or, depuis un mois, j'ai accès au profil complet de Rachel Charlus, donc aussi à son fil d'actu personnel. Je vous rassure, je ne l'ai pas hacké. C'est lors d'un entretien avec Jean-Pierre Balp, organisé par Erika, que j'ai pu demander à l'auteur si je pouvais jeter un œil sur le profil tel qu'il le voyait lui. J'avais envie juste d'avoir accès à son interface. Mais au lieu d'une capture d'écran, Jean-Pierre Balp m'a confié les codes d'accès. Nous avons testé la connexion tout de suite chez lui dans son salon. Il était connecté à Rachel sur son ordinateur à lui et son personnage m'a souhaité la bienvenue. J'étais connectée au profil, mais je ne voyais pas le post en train de s'écrire. C'est comme si nous étions enfermés dans deux mondes parallèles reliés par un escalier d'échelle. C'était étrange et fascinant, vraiment. Explorer Rachel Charlus de l'intérieur est une expérience limite, c'est vrai, mais qui a confirmé pleinement mon hypothèse que le profil est un symbiote entre l'auteur et son personnage. Et cette spécificité m'a amené à repenser certains allants de soi de la théorie littéraire. Donc là, je m'excuse, je vais rappeler 2-3 évidences, mais c'est pour l'effet de démonstration. C'est des choses que vous savez évidemment déjà par cœur. Alors, je rappelle que les conceptions structuralistes du personnage de fiction considéraient celui-ci comme un être de papier, strictement réductible aux signes textuels. De Grémas à Barthes, le personnage a ainsi été défini à travers son rôle fonctionnel dans le dispositif roman, conception immanentiste qui excluait l'auteur avec son intentionnalité, ses attentes et ses désirs. Je me souviens de mes cours à la fac où on me disait « Ah non, mais l'intentionnalité de l'auteur, voilà. » Comme les posts de Rachel Charlus sont en partie automatiquement générés, nous pourrions être tentés de considérer Rachel comme un pur être de texte avant tout. Or, ce n'est pas là que réside sa spécificité, à mon avis. Durant les décennies suivant la période structuraliste, c'est le rôle du lecteur dans la vie du personnage de fiction qui a été mis en avant. Je cite par exemple Vincent Jouve qui s'exclame avec une sorte d'enthousiasme « La vraie question, la seule qui puisse apporter quelques lumières sur l'efficace du texte littéraire est « Qu'est-ce que le personnage pour le lecteur ?» Rachel Charlus pourrait en effet être étudiée en fonction de l'encyclopédie qu'un lecteur mobilise pour combler les trous de son univers. Le patronyme proustien l'amènerait par exemple à fantasmer Rachel en produit dérivé de la recherche du temps perdu. Or, si un personnage ne prend sens qu'à travers la lecture, Rachel Charlus côtoie vraiment le non-sens. Pourquoi ? Parce qu'elle a peu de lecteurs. Je reviens donc à l'idée, certes galvaudée, que le personnage est le reflet de la vie de son auteur. M'inspirant des approches psychanalytiques de Claude Burgelin, par exemple, je pourrais essayer de sonder ce que Rachel Charlus est pour son auteur Jean-Pierre Balp. Certes, Jean-Pierre Balp raconte en réalité aussi peu son autobiographie sur Facebook que Rachel Charlus n'y raconte son roman. Les posts du profil auteur composent un récit de vie par biographème, comme dirait Roland Barthes. Quelques détails, quelques goûts, quelques inflexions, que Facebook rend mobiles en les dispersant sur les fils d'actu des lecteurs. Traces de vie trouées, les biographèmes de Balp Jean-Pierre, tout comme les fictographèmes de Rachel Charlus, sont détachés d'un quelconque destin. Or, le lien entre l'auteur et son personnage dépasse ces jeux de miroir formalistes. Il est organique. Et c'est là où je veux en venir. Parce que la spécificité la plus importante du personnage profil, de mon point de vue, réside là, dans ce lien organique. Donc le personnage profil manifeste la présence organique de son auteur. Quand je me suis connectée au profil Rachel Charlus pour la première fois chez moi,
J'ai pris la précaution de le faire avec un navigateur que j'avais fraîchement installé pour éviter la contamination du profil par mes cookies personnels. J'ai constaté que le personnage était abonné à des pages de férus, d'héraldique et de châteaux, mais que les images de papillons et autres insectes aussi revenaient souvent, alors que je ne connaissais pas cette passion à Rachel Charlus, elle n'en parle jamais. Mais c'est l'auteur qui, lors de l'entretien, a expliqué qu'il s'était découvert cet intérêt, sans doute en naviguant sur le fil d'actu de son personnage. Si Rachel partage la passion de son auteur pour le patrimoine artistique, elle, châtelaine, recluse en Bretagne, n'a pas beaucoup d'intérêt à se connecter à la Electronic Literature Organization et autres associations littéraires. Or, ces communautés occupent la première place dans ses contacts. Et c'est décidément son auteur, là je m'excuse, Erika, mais c'est décidément son auteur qui a mené une conversation avec Erika Fulop. Alors, si vous sentez maintenant un malaise s'installer à force de poursuivre cette intrusion dans le personnage profil, c'est parce que nous sommes en effet en train de commettre une indiscrétion, non pas envers le personnage de Rachel, qui est un personnage de fiction, je le répète, mais envers ce que le personnage dit de son auteur. Depuis le 28 mars, j'observe donc la vie de ce symbiote que je propose maintenant d'appeler Jean-Pierre Charlus. Et petit à petit, comme l'auteur m'y a invité, j'y prends part. J'ai engagé la contamination de Rachel Charlus. J'ai publié mon premier post dans la peau de Rachel le 29 mars, affirmant en toute logique que le personnage se sentait désormais très femme. Alors que Jean-Pierre Charlus commence à se sentir dépossédé de lui-même, Rachel Seimer ne partage plus tout avec Pierre. L'auteur me rappelle parfois à l'ordre, par exemple lorsque j'essaye d'engager le personnage sur la voie d'une possible infidélité vers Pierre. Mais c'est surtout les comportements de son personnage sur le fil d'actu qui commencent à échapper à son auteur initial Jean-Pierre Balp. Non seulement je renforce la présence des chenilles et papillons en la posant des likes parce que ça m'intéresse, moi aussi. J'utilise désormais mon navigateur habituel avec son lot de cookies et autres traces comportementales. Alors là, les publicités pour la joaillerie et la mode ne se sont pas fait attendre et laissent des traces jusque dans les pictographèmes. Rachel Charlus est devenue le support d'une correspondance non pas avec, mais via le personnage de fiction. En résulte une expérience d'écriture singulière qui m'a non seulement permis de préciser des spécificités des écritures profilaires, comme dirait Servan, mais qui m'a surtout fait reconsidérer la place de l'auteur. Et c'est là-dessus que je vais finir très rapidement. Je rappelle que dans les approches formalistes, le personnage n'est que texte. Dans les approches pragmatistes, il n'est que le produit du lecteur. Or, l'ouverture de la coquille de Rachel Charlus montre que l'auteur est inséparable de son personnage. À travers lui, l'auteur manifeste sa présence. Il donne des signes d'existence. Alors, depuis quelques mois, la littérature doit justifier sa spécificité face à l'acceptabilité de plus en plus grande des textes générés par ChatGPT. Ayant moi-même donné une place prépondérante au lecteur dans mes travaux antérieurs, j'étais un peu en peine d'expliquer pourquoi un texte généré par une machine ou par un auteur humain n'est pas la même chose. Parce que du point de vue du lecteur, à partir du moment où le lecteur valide, on est un peu embêté. Mais c'est curieusement l'expérience de contamination de Rachel Charlus qui m'a permis de formuler une intuition. Je vous la présente. C'est qu'un texte écrit par ChatGPT et par un humain n'est pas la même chose, parce que le texte écrit par l'humain est l'émanation d'un corps désirant, d'un corps souffrant, d'un corps vivant, qui par l'acte, par le processus d'écriture, manifeste sa présence. Alors, je postule donc que la littérature ne prend pas seulement sens dans la lecture, mais aussi dans l'écriture, et que le processus d'écriture, dont on a beaucoup parlé, le processus d'écriture compte tout autant que le résultat. Et c'est vraiment les personnages profilaires qui, à mon avis, le montrent. Merci.